Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Anticapitaliste, le média du NPA. Aujourd'hui, nous sommes avec Samia Amour, qui est militante de l'extrême gauche algérienne, pour revenir sur la journée du 17 octobre 1961, qui a vu une manifestation organisée à Paris par le FLN, à laquelle ont participé de nombreux Algériens et Algériennes, et qui s'est terminée par une répression meurtrière. Bonjour Samia. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous remettre en mémoire les raisons pour lesquelles le FLN a organisé cette manifestation? Alors, souvent, beaucoup de personnes imaginent que le 17 octobre est venu en fait du néant, c'est-à-dire que tout s'est déclenché avec le fameux couvre-feu instauré à l'époque, donc à Paris, mais qui touchait que les musulmans d'Algérie, les Français musulmans d'Algérie. Donc là, c'est là, effectivement, dans l'histoire, dans toutes les histoires, il y a un moment d'accélération de l'histoire. Et ce qui a fait justement l'appel du FLN, qui en réalité répondait à la base de l'immigration, à la base de l'organisation du FLN. Ce n'étaient pas les chefs du FLN qui en pensaient sortir le 17 octobre, c'était la base qui, elle, ne supportait plus justement d'abord ce couvre-feu qui montrait réellement qu'il y avait une discrimination envers donc les Algériens à l'époque, parce que c'est bien dit hein, dans les textes, ce n'est pas pour tous les Nord-Africains. Certes, il y a eu lors du massacre des dépassements, d'ailleurs, il y a eu des Tunisiens, des Marocains qui eux aussi ont vécu cette répression, mais c'était vraiment pour les Algériens. Et réellement, ce 17 octobre, parce que vient, pourquoi c'est le 17 octobre? Parce que tout simplement, en contextualisant dans l'époque, on venait d'abord de vivre les premiers échecs d'un début de négociation qui n'avait pas euh, marché. Ils ont été, pour des raisons bien sûr que les historiens peuvent expliquer encore plus que nous, l'arrêt de ce moment-là, je dirais, de négociation, les premières tentatives, donc déjà enfin, voilà, vers le début de 61, et au même temps, on a donc l'impossibilité de Maurice Papon de mettre fin à l'organisation du FLN, qui, elle, à l'époque, donc ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement, après la guerre d'indépendance, la Fédération de France. Donc à l'époque, c'était pas encore en fait, c'était une wilaya d'ailleurs. En fait, ça a été reconnu après. Mais il y avait tellement une grande organisation. Il faut savoir que le FLN, à partir de, je dirais, 57-58, il avait enfin, la même mise sur tout ce qui était immigration algérienne. Parce qu'il s'était entre-temps, après la guerre fratricide entre MNA et FLN, et ça y est, c'était le FLN qui était là, au niveau des organisations, je dirais, dans l'immigration, que ce soit les travailleurs immigrés qui étaient dans les syndicats, que ce soit, bien sûr, parce qu'après 1956 et ce qu'on appelle le congrès de la Soumane, il y a eu la création de l'UGTA, donc qui était l'Union générale des travailleurs algériens. Et donc déjà, au niveau, je dirais, de l'organisation, le FLN était présent partout. Et Papon, qui, lui, finalement, d'ailleurs, revenait d'Algérie en 58, et il tombe avec ce que souvent on oublie dans l'histoire de ce 17 octobre, c'est que cette répression était une réponse à l'organisation du FLN d'attentats qui sont, je trouve, moi, quelque chose d'admirable. Je le dis en tant que révolutionnaire. Voilà. Pour l'époque, c'était en fait, de transporter un conflit qui se passait en Algérie, donc sur la terre colonisée, vers le pays colonisateur. C'était une première, à partir d'août 58. Et ça a été un pied de nez
qui a été fait, si vous voulez, à tout le système policier français. Donc depuis 58 jusqu'à 61, il y a eu limite un face-à-face entre les services donc des polices en France et en face une organisation secrète qui commettait des attentats, qui abattait les personnes considérées comme harkis. Et pour faire face à cette organisation, il y avait comment dire, des, des lois qui répondaient bien sûr au bon vouloir à l'époque du gouvernement français qui voulait garder cette Algérie. Donc, limite, pour ne pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le 17 octobre a été l'apogée d'une répression qui existait déjà. Le quotidien à l'époque des militants nationalistes algériens, mais aussi de l'émigration algérienne, donc avec toute sa différence et tout, était justement au quotidien de la répression. C'était un quotidien répressif. Et c'est-à-dire que moi, souvent, je m'étonne que les personnes n'aient pas vu venir un moment comme ça où il fallait à tout prix écraser cette organisation. Et je pense que Papon, beaucoup en fait parlent que de Papon, mais je dirais tout le système donc colonial à l'époque s'est trouvé face à... C'est comme en fait quelqu'un qui limite qui vous nargue sur votre propre terrain. Il fallait à un moment donné sévir. Et il avait choisi donc ça, parce qu'avec le couvre-feu, ça a empêché les militants nationalistes de se voir, de bouger, parce qu'entre 5 heures du matin et... alors c'était entre 8 heures du soir, je pense, ou 8h30 jusqu'à 5 heures du matin. Or, pour une personne qui est dans la clandestinité, c'est son moment de... Ce sont les heures où on peut Tout militer. à fait, pour la liaison, pour... voilà. Donc, c'était vraiment... à la limite, je dirais, c'est comme si qu'il leur avait... il les a... C'était une provocation. C'était une provocation pour finalement les faire sortir. Or, beaucoup pensent, et j'insiste beaucoup sur ce mot, parce que même les militants nationalistes qui ont vécu cette période, et notamment des responsables de la Fédération de France, disent que ce n'est pas les militants en eux-mêmes, les responsables, qui ont pensé à cette manifestation. C'est vraiment la base, qui se sont dit, mais attendez, ils veulent nous étouffer, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Déjà que nous avons les napalms, les bombes de napalm et les parades dans nos villages, et il faut savoir qu'il y avait le passage de la bataille d'Alger avec tout ce que ça on a, voilà, et il s'est découlé beaucoup, la torture, la torture, le déploiement et le redéploiement de l'armée française dans Alger même. Donc l'immigration a senti ça comme un affront, finalement. Cette base de l'immigration a senti un affront. C'était l'ordre qui est venu vraiment pour... c'est eux, limite, moi je le dis toujours, c'est vraiment les militants de la base qui ont imposé cette manifestation, et les responsables du FLN le disent, on ne pouvait que suivre. Parce que, voilà. En fait, c'est une démonstration pour montrer leur visibilité, la visibilité de la base, et montrer sa force en même temps. Enfin, sa force, sa puissance, sa manière de militer, quoi. D'abord, et c'est la détermination de croire en cette indépendance. C'est un peuple, c'est-à-dire que pour l'immigration à l'époque, il représentait ce peuple des Douars, des Mechta, qui, lui, dès 1954, a souffert de cette répression et d'abord de ce système colonial aussi. Le système déjà depuis 1830, mais surtout de la répression. Parce que pendant longtemps, par exemple, ici, en métropole, tant que cette guerre était loin de la métropole, à part les militants de gauche à l'époque et libertaires
qui étaient conscients de l'importance de cette lutte qui se menait en Algérie pour l'indépendance. Ben, les autres, c'est loin. C'est vrai qu'on pouvait, quand on perdait un jeune soldat appelé en Algérie et tout, c'était quelque chose de dur, mais ce n'était pas visible, c'était pas là. Or, à partir de 58, le FLN a dit « Coucou, on sort de nos mechtas et on vient vers vous ». Et la meilleure, c'est que, bon, bien sûr, on envoyait certains militants de l'intérieur, donc de l'Algérie, pour venir organiser ou parfois même faire des attentats. Mais c'était cette émigration qui, elle, répondait à cet appel de l'indépendance. Et ça, c'est, je pense, j'estime que les historiens ne se sont pas assez penchés sur cette question-là. C'est la première fois dans une guerre d'indépendance, une guerre révolutionnaire, où on exporte le conflit au cœur même du pays colonisé. Alors, on l'a dit, je l'ai dit en début d'interview, la répression a été meurtrière. De quelle manière est-ce qu'elle a été organisée par donc le préfet Maurice Papon, qui était quand même sous les ordres du ministre de l'Intérieur Roger Frey et de Gaulle, qui était à l'époque donc président de la République. Et entre parenthèses, on va rappeler quand même que Papon était déjà préfet, on en a un petit peu parlé, et il était préfet dans le Constantinois, et il s'était déjà illustré dans la répression. Tout à fait. Alors comment ça s'est organisé, cette répression? Moi, j'insiste toujours à dire qu'en fait, la répression, encore une autre fois, elle s'est organisée parce qu'à la base, il y avait les mécanismes et des lois qui permettaient cette répression. Donc, souvent, on oublie que le passage, par exemple, justement de Papon dans le Constantinois, il s'est fait en principe vers le 2 février 56. Ça vient juste après un autre grand massacre aussi des populations de cette région du Constantinois, le nord constantinois. Donc le 20 août, on est en août, voilà, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, presque 6 mois après, même pas, 5 mois après, je dirais 5 mois après, voilà, arrive Maurice Papon dans une région où il y a eu des massacres, qu'on appelle d'ailleurs dans l'histoire le soulèvement du Nord constantinois. Ça a été une grande boucherie. Donc c'est des paysans, des militants à l'époque nationalistes qui ont fait, c'était une tactique de guerre. Il fallait à tout prix faire ancrer l'ALN, donc l'armée de libération, dans cette région-là. Il y avait déjà des militants, il y avait des moudjahidines qui étaient dans la région, mais il y avait du mal encore à faire rallier les populations. Et ça a été une tactique menée à l'époque par Zerut Youssef, donc, qui était le chef de cette région-là. Il a appelé en fait à attaquer les fermes des Européens. Il y a eu des morts au début, bien sûr, comme dans toute... Et là, c'est le moment où le système justement colonial profite pour, parce que lui, il avait la force, donc pour massacrer des populations entières. À Skikda, par exemple, il avait mis tout le monde dans un grand stade. Et puis, ça passait à l'arme. Ouais. Donc, Papon, il arrive... c'est un massacre, chez nous par exemple, dans nos cours d'histoire en Algérie, on l'appelle le soulèvement du Nord constantinois. Donc, alors c'était 20 août 55, et il arrive lui donc au mois de février, début février, dans une région qui non seulement est encore donc sous le choc de ce massacre, il était là en réalité pour essayer de renouer les relations entre ceux qu'on appelait les indigènes et les populations européennes, la population du moins. Je dis les populations parce que finalement, dans ces pieds noirs, souvent on oublie qu'il y avait des Italiens, qu'il y avait des Espagnols, qu'il y avait des Grecs, en fait, ce n'était pas des Français. Je veux dire, à part, voilà, c'était pas...
Il y avait des Français, certes, mais la plupart étaient voilà, le plus fort du contingent. Plusieurs nationalités. Tout à fait. D'où, justement, l'idée de la colonisation. C'était des colons, des personnes qui étaient venues pour s'installer sur la terre des autres. Mais ce qui se passe, c'est que quand lui, il arrive, il y a eu ce massacre, et il fallait à tout prix trouver la possibilité d'arracher ces populations du Constantinois à ce ralliement du FLN. Parce qu'après le massacre, c'est normal. Je veux dire, voilà, on va du côté du FLN parce que c'est lui qui va nous défendre, c'est lui qui va nous débarrasser de ce système. Là, je parle, c'est-à-dire que quand on est, voilà, un peuple, quand on est un peuple colonisé. Tout à fait, lambda en plus, une personne lambda, elle va se dire, voilà, le mois d'août, on m'a massacré, le FLN est là pour me défendre, donc si j'ai 3 garçons, bah, tous les 3, ils vont monter au maquis, hein, parce qu'il faut aussi venger les morts. Et là, lui, il arrive pour un peu trouver une autre manière de faire. Et il en a fait. Ce qu'il a essayé d'ailleurs en Algérie, pourquoi quand on parle de ce mécanisme de répression, comment ça a été mis en place et tout, en fait ça existait déjà dans sa tête. Déjà lui, il a fait, il a fait du Nord constantinois un laboratoire. Un laboratoire. Et ce, en créant à l'époque des sortes de... C'est des comités, non, conseils, je perds le mot, j'arrive pas à trouver le mot, mais en fait, c'était, par exemple, d'abord, il a pensé à ramener des personnes de la population indigène qui étaient beaucoup plus, je veux dire, qui étaient plus du côté de la France. Et ces gens-là, il en a fait, il les a formés, hein, d'ailleurs, il a formé je dirais des supplétifs indigènes, arabophones, berbérophones, pour s'approcher des populations. Et il a fait en sorte aussi de faire, il a mis des sortes de, si vous voulez, des aides sociales, une approche très sociale. Il est très... il est très habile. Très habile. Contrairement à ce que pensent en fait peut-être beaucoup de Français en disant que Papen n'avait pas peut-être l'intelligence Non, Papen est un commis de l'État qui a très très bien servi l'État, que ce soit pour Vichy ou que ce soit pour l'État colonial. Et lui, il a fait en sorte que ce qu'il a eu comme expérience dans le Nord constantinois, il l'avait ramené avec les OPA. Et donc il l'a appliqué. Il l'a appliqué ici. C'était l'OPA, par exemple, qui était en réalité des harkis qu'ils ont ramenés ici, donc en métropole, et qui sévissaient dans le 13e et le 18e arrondissement, par exemple, qui, en quelques mois, ont réussi à vraiment démanteler dans le 13e arrondissement toute l'organisation du FLN, parce qu'ils faisaient des descentes dans les hôtels, où il y avait les immigrés à l'époque, et la torture, pour arracher des informations sur qui est le chef de qui a, à ton avis, qui a fait cet attentat. Tout ça, le 17 octobre arrive, il avait déjà les outils de répression, et on oublie aussi souvent, parce qu'on parle de ce déplacement, de combien de travailleurs musulmans algériens, après la répression, qui ont été renvoyés chez eux. Ça existait déjà avant, sauf qu'il y a eu un moment où tout a été suspendu, et dès juillet 61, ils ont repris aussi, ils renvoyaient. Donc Papen, en réalité, s'il n'y a pas eu c'est finalement tout ce passage-là. Au Maroc aussi, il est passé par le Maroc. Oui, il a sévi dans pas mal d'endroits. Il a sévi et il a bien servi le système dominant et colonial, malheureusement. Et on le voit aussi avec Vichy, voilà, le système fasciste. Donc tout ça a été, enfin toute cette doctrine-là a été appliquée sans aucun état d'âme, d'ailleurs, le 17 octobre 61. Voilà, il fallait garder. Pour lui, alors la grande contradiction dans le système de l'époque, là je parle du système politique français, c'est que d'un côté on essaye d'ouvrir des négociations pour en finir avec ce conflit qui rangeait vraiment économiquement, politiquement, enfin, c'était plus possible de traîner encore ce boulet de l'Algérie.
Et en même temps, on voulait à tout prix garder cette Algérie dans le giron français. C'est pour ça que, c'est-à-dire que lui, s'il a fait tout ce travail-là, avec, comme vous le dites très bien, de toute façon, l'aide du ministère de l'Intérieur, mais aussi, voilà, parce qu'après tout, lui, c'est aussi un exécutant, c'est un commis de l'État, avec De Gaulle aussi, c'est ce double jeu qui a permis aussi cette répression. Alors, cette journée, elle a été dite la journée disparue. Et comment est-ce que les médias ont pu invisibiliser à ce point ce massacre? Moi, je pense que d'abord, en fait, de toute façon, dès le début de la guerre d'Algérie, il y a eu censure. C'est vrai que là, maintenant, en 2002, on peut dire que 2022, oui. c'était 2022, pardon, on peut dire que voilà, la censure en France. Non, d'ailleurs, même maintenant, peut-être que voilà, il y a de la censure qui ne dit pas son nom. Donc, mais à l'époque, il y a eu très vite de la censure. Donc, je pense qu'il y avait d'abord des journaux qui étaient acquis à la cause coloniale. Donc, eux, ça ne les intéresse pas de parler de ce massacre d'indigènes qui, pour eux, est une quantité négligeable. En même temps, il y a un autre massacre qui n'est pas de l'ampleur du 17 octobre, est venu juste après octobre. C'est le 8 février. Sharon, Sharon. Et à absolument. Sharon, ce n'était pas des Nord-Africains qui étaient morts. C'est triste de le dire. Mais très vite, c'est-à-dire qu'à part les mouvements de gauche, notamment de l'extrême gauche et libertaire, qui eux étaient très proches des militants nationalistes algériens, qui en parlaient dans leur littérature finalement, il y a eu des articles, il y a eu des gens qui en dénonçaient et tout, mais c'était pas, c'est-à-dire il y a eu un blackout. Et pourtant, c'est après la Deuxième Guerre mondiale en fait, et quand le veuille ou non, après Valdiv, c'est le 17 octobre, mais en plein Paris. C'est quelque chose, c'est pour ça que Kateb Yassine le dit tellement bien dans son poème Peuple de Paris, tu as tout vu. Tu étais là et tu as tout vu. Mais il y a eu un blackout. Et en même temps, je pense qu'il y a une précipitation aussi de l'histoire. Parce que avec ce massacre, d'abord, les personnes qui ont vécu ce massacre, comme je vous le dis, ceux qui ont été jetés à la Seine ont été jetés à la Seine. Une grande partie des travailleurs algériens ont été renvoyés. Et je garde encore en mémoire, moi, il y a 2 ou 3 jours, je regardais un documentaire de l'ORTF qui disait des travailleurs voilà, algériens renvoyés dans leur douar d'origine, dans le Constantinois et en Kabylie. C'est très fort, c'est-à-dire parce qu'eux, ils pensaient en fait que voilà, en renvoyant ces gens, or parmi ces gens-là, il y a des personnes qui n'avaient absolument rien à voir d'ailleurs avec l'organisation du FLN. C'est-à-dire je connais quelqu'un qui s'est retrouvé renvoyé en Algérie alors que le bonhomme il n'était même pas à l'époque engagé. Et donc tout Mais ça, c'était aussi le renvoi au faciès. bien sûr, au point où un Iranien, un jeune étudiant iranien a été massacré, lui aussi frappé et tout par les CRS parce qu'ils étaient convaincus qu'il était algérien. Il est brun comme eux, donc voilà. Donc plein en fait, comme le fait que ça n'a pas été connu, parce que même les personnes qui ont vécu c'est-à-dire ce moment de répression, une grande partie était partie, mais les autres, il fallait aussi penser les blessures. Donc là, je parle de l'organisation du FLN, parce que l'organisation du FLN elle-même, elle a été dépassée. D'abord même par l'ampleur de la mobilisation. C'était presque, il y en a qui disent 20 000, moi je dirais entre 20 000 et 30 000 personnes. C'est énorme. Je veux dire que là, maintenant, dans une organisation avec tout ce que nous pouvons avoir hein, comme moyen d'information, de relations et tout, on ne peut pas mobiliser. Des femmes sont sorties, elles étaient sorties avec leurs enfants. Et ils étaient pacifiques. Et tout a été fait pour qu'il n'y ait aucune arme, justement,
Tout à fait, oui. Ça, beaucoup de gens, parce qu'au début, les forces de police, ils voulaient jouer sur ça. C'était des terroristes, des gens qui étaient armés. Non, personne n'était armé. Et la meilleure, c'est que même les responsables du FLN, les, les, les vrais militants, les activistes, ils n'étaient pas dans la manif. Pourquoi? Parce que justement, d'abord, ils étaient recherchés, donc c'était une manière de les faire sortir, c'est une souricière déjà. Et de deux, comme c'est la base qui avait demandé cette manif, ben, C'était la base qui était c'était en première ligne. Tout à fait. Mais à quel moment l'histoire de cette journée est-elle réapparue? Je Est-ce que, pense, oui, en est-ce que France, ici en oui, France. Hein, en parce France, que oui, pour en nous, France. voilà. Parce que pour nous, pour l'Algérie, très tôt en fait, pour moi qui a fait mes études, bien sûr, en Algérie, moi qui viens de là-bas, je connaissais ce massacre. Mais en France, Voilà. c'était Ça, vraiment complètement mis sous le boisseau. Ouais. blackout, et ben, Quand est-ce que c'est réapparu? Tu sais un petit c'était. peu l'année Pour l'année, je sais que c'était vers les années 70. Peut-être que je me trompe, peut-être en 71, si j'ai bonne mémoire. Hein. En tout cas, c'est grâce au livre de Jean-Luc Einaudi, Allah yarhamou, que voilà, c'est cet homme qui, bien sûr, j'imagine qu'il y a eu des recherches, sauf que euh, il y a des moments où, en fait, des personnes peuvent chercher sur un moment comme ça de l'histoire, mais il y a toujours quelque chose, une étincelle qui fait partir. Et je pense, pour moi, hein, du moins ce que je connais, mais peut-être que je me trompe, c'était vraiment le livre de Jean-Luc Einaudi. qui a remis en plein jour cette histoire. Tout à fait. Il a remis en plein jour cette histoire et même, c'est-à-dire quand le livre est sorti, ça a été un grand. C'est un peu comme la bataille d'Alger. Quand on sait qu'il a fallu quand même 1972 pour voir la bataille d'Alger qui existait depuis 66. Donc parce qu'il y a ce rejet des ultras qui ne veulent pas que une autre histoire que la leur soit à l'avant. Donc Jean-Luc Einaudi a été de beaucoup pour faire connaître ce massacre. Et c'est à partir de là aussi que d'autres historiens, bien sûr, qui ne veut pas dire que ces historiens n'étaient pas au courant, non. Mais je pense que, voilà, c'est comme... C'est comme si c'était autorisé eux-mêmes c'est ça, à dire à un en certain nombre de parler. choses. Ouais. Et il a été vraiment de beaucoup. Et puis après, il y a aussi les migrations, qui, elle, a vécu ça dans sa chair déjà. Et qui a commencé aussi à diffuser ces informations. Tout à fait, parce que bon, c'est vrai que après-guerre, c'est connu, hein, les personnes qui ont fait la guerre ne veulent pas forcément transmettre. Tout à fait, oui. De toute façon, c'est connu quand on sait qu'il y a des familles qui ont disparu parce qu'il y a eu, parce qu'elles ont été déportées et que le survivant, par exemple, ne parle pas forcément à ses enfants. Parce qu'on n'a pas envie de transmettre cette douleur. Et nous, par exemple, moi qui suis donc d'une famille, voilà, mon père et ma mère sont tous les deux des militants nationalistes. Mon père était maquisard, ma maman était maquisard, il est maquisard encore, il est vivant, et ma maman était son agent de liaison. Elle ne l'est plus, mais je veux dire, nous les plus jeunes, on les écoutait plus dans les histoires de ce qu'ils racontaient que c'est-à-dire les aînés. Parce qu'il y a un moment où on a envie de couper cette limite, je dirais, cette corde de la douleur. Quoi, là. Il y a comme une forme de saturation voilà. Par rapport à la mémoire. Tout à fait. Or, avec l'émigration, donc, parce que cette émigration aussi, je veux dire qu'à la fin de l'indépendance, elle n'est pas repartie en Algérie. Une grande partie est restée. Il y en a qui sont repartis, mais pas toutes. Oui, il y a voilà. beaucoup, il y a donc beaucoup ceux qui sont restés, ces travailleurs immigrés, ont subi l'après-indépendance avec bien sûr la discrimination, que ce soit sur leur lieu de travail, mais aussi leurs enfants dans la société. Et je pense qu'à un moment donné, c'est comme, je dirais que Jean-Luc Einaudi a ouvert une brèche dans ce qui était un mur
qui n'attendait que ce moment pour exploser. Et lorsqu'il a explosé, il a libéré aussi la parole. Donc on le voit dès les années, par exemple, dès les années 80, on parlait En fait, il y avait aussi des groupes de l'immigration, des enfants des immigrés algériens qui se sont mobilisés pour faire de cette journée, aller par exemple au Pont Saint-Michel, voilà, ça existait, ça a pris après de l'ampleur et il y a eu une grande sensibilisation de par ces militants, mais aussi tout le travail qu'ont fait pas mal d'autres historiens. Et c'est ça qui a fait sortir en fait cette nuit de l'oubli et à la lumière. Elle a pris jour, je dirais. Alors, quelles sont les revendications des familles de victimes et plus généralement des Algériens et des Algériennes à l'adresse de l'État français pour la reconnaissance de ce crime? Parce qu'on en est là. Oui, oui, ça revient à chaque commémoration de toute façon. Moi, je pense que la revendication qui, à mon avis, va vraiment peut-être apporter cette soif de justice et de reconnaissance qu'ont vécu d'abord les victimes, leurs enfants, et maintenant même la plupart des Français qui se posent la question sur cet État qui a permis ça. Donc c'est la reconnaissance que c'est un crime d'État. Il ne faut pas chercher des faux fuyants. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la personnalité, par exemple, ou la trajectoire de Papon. Il ne faut pas mettre ça sur le... C'est un système. Le système colonial est un système. D'abord, la première chose qu'il enlève à l'être humain, c'est sa dignité. Il en fait un non-humain. Et après, il est dans la répression pour asseoir justement cette domination. Et le crime, je veux dire, du 17 octobre est un crime d'État parce que un État, une république notamment, avec tout ce que le mot république, dans son sens noble en fait, porte, a permis ce massacre. Elle a permis que des hommes et des femmes soient, c'est-à-dire qu'on soit attachés et qu'ils soient jetés, c'est-à-dire soit assassinés. Assassinés. Et vous savez, la fameuse question, est-ce que tu sais nager? Elle est terrible. Parce que, elle est terrifiante, oui. Parce que certains, en pensant dire oui, ils pensaient qu'ils allaient être sauvés. Non, non, non. Tu seras attaché. Comme ça, il n'y a aucun souci, tu iras au fond. Vous savez, c'est... alors, le 17 octobre, pour moi, la Seine, fleuve, prend une autre couleur. Toujours. Et le hasard, en fait, de mon histoire, moi, personnelle, fait que ma première... comment dire, mon premier acte militant, mon premier rassemblement ici en France, bien avant de m'installer, de revenir pour rester, c'était justement que c'était un 17 octobre que je me suis retrouvée sur le pont Saint-Michel. Et c'est quelque chose qui, chaque année, en fait, revient. Et quand je leur chantais, en fait. Parce que, je leur chantais ces chants qu'ils rêvaient en fait d'écouter peut-être ici à Paris. Et c'est un moment très dur en fait. C'est pour ça que je pense que quand on dit que demandent les enfants ou les victimes, que ça soit reconnu comme tel crime d'État. Est-ce qu'il y a une progression dans cette reconnaissance quand même? Ou est-ce que ça en reste toujours au même point, c'est-à-dire oui, oui, mais on verra ça plus tard? Pour faire court. Il y a un peu de cette histoire de revoir un peu plus tard. Il y a des langues quand même qui se délient et puis des chercheurs se penchent sur cette question. Donc quand tu mets, comment dire, A plus B, en fait, non, c'est pas 5 personnes qui sont décédées. Non, non, mais en fait, c'est telle et telle et telle et telle. Et on donne un visage aussi. En donnant un visage à ces victimes, c'est-à-dire que à un moment donné, pour moi, du moins, c'est comme ça que je vois
les choses, je pense que l'État français, l'État, là je parle de l'État en fait, comme institution, voilà, comme ensemble d'institutions, va finir par reconnaître. Il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix parce que des gens, des hommes, des femmes ont décidé, comme je dis, de faire jour de cette nuit-là. Merci beaucoup, Samia, pour toutes ces réponses, tout cet éclairage sur ce fameux 17 octobre 61 qui n'a pas fini de faire parler de lui. Tout à fait. Et tant que ce n'est pas encore reconnu, ça ne sera pas encore... voilà. L'histoire n'est pas bouclée. Non, et voilà, c'est aussi ça le sens de l'histoire. Merci, Samia. Merci beaucoup, camarade. Merci.